Amis, camarades, nous ne sommes pas en train de dire que nous proposons la sortie de l'euro et je vais vous dire pourquoi et comment nous comptons faire. En sortir aujourd'hui, ce serait accepter le triomphe de l'euro Merkel, c'est-à-dire l'existence d'une zone monétaire exclusivement construite et organisée en fonction des intérêts d'une population extrêmement limitée, la clientèle électorale de la CDU-CSU qui fait la majorité du gouvernement allemand, c'est-à-dire des retraites par capitalisation. Eux ont besoin d'une constante progression des valeurs boursières. Eux ont besoin d'un euro fort, celui qui nous étrangle chaque fois que les travailleurs augmentent les cadences, produisent davantage en moins de temps. Tous leurs efforts sont annulés par l'écart gigantesque qui existe de manière absolument surévaluée entre l'euro et le dollar. Nous avons commencé le rapport euro-dollar où c'était quasiment l'égalité entre un euro et un dollar. L'euro était un peu plus faible et c'est de cela dont nous avons besoin si l'on ne veut pas tuer la compétitivité, tous les efforts que nous faisons, nous en particulier les Français, qui n'avons pas choisi de produire et d'exporter des objets seulement destinés aux classes possédantes, aux riches, à ceux qui peuvent s'acheter des objets qui coûtent très cher et dont la vertu essentielle est d'être ostentatoire. À nous qui faisons les productions pour les êtres humains ordinaires et normaux, nous avons besoin de mettre notre capacité de production au service de tous les autres peuples d'Europe avec lesquels nous échangeons pour plus de 85% de nos échanges extérieurs. Nous avons besoin de le faire dans des conditions loyales. L'euro fort, c'est l'euro Merkel. Et il est incroyable de voir que M. Gallois, dans son rapport sur la compétitivité, s'en soit pris à longueur de page aux travailleurs, à leurs droits acquis, que le président de la République, qu'on n'a pas élu pour ça, vienne faire un discours où il explique que le problème c'est le coût du travail et pas celui du capital, qu'il propose un accord de compétitivité qui fait cadeau de 20 milliards d'allègement aux grandes entreprises qui en seront les premières à profiter et qui, pour compenser ces 20 milliards, taxent de 10 milliards d'impôts de plus la consommation des Français et retire 10 milliards du bien commun de la dépense publique. Voilà, cette politique est folle, elle conduit à un désastre économique et social et à un désastre politique parce que partout, elle ne peut fonctionner qu'à la condition de retirer la démocratie. Dans ces conditions, je m'exprime comme, à vos côtés, le responsable politique d'un pays qui est la deuxième puissance économique de l'Union européenne, qui sera bientôt la première population et qui a le droit de dire qu'à la place de l'euro Merkel, nous voulons l'euro des peuples, c'est-à-dire une monnaie qui nous permet de faire le salaire minimum commun dans toute l'Europe, qui permet de calculer l'harmonisation fiscale et sociale. Nicht kapitulieren. Nous ne céderons pas. Alors il faut pour cela aussi une nouvelle vision géopolitique. C'est pourquoi j'appelle les pouvoirs publics et les autorités de notre pays à comprendre qu'il faut contrebalancer la violence qui vient de la politique de la CDU-CSU allemande par une construction politique équivalente qui joindrait la France aux autres pays de la Méditerranée et en particulier à ceux de l'arc méditerranéen de l'espace européen, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Chypre et ainsi de suite. Non, nous ne sommes pas le Club Med, comme il a été dit d'une manière arrogante. Non, nous ne sommes pas les pigs, comme cela a été dit d'une manière offensante par les technocrates et les crânes d'œufs de la Commission. Nous sommes les peuples qui avons été parmi les premiers à inventer l'écriture, la science et la démocratie elle-même. Et à cela, nous ne renoncerons jamais. L'attitude des dirigeants français n'a pas été une attitude française. Une attitude française, c'est celle de l'internationalisme et de la solidarité. Là, de nouveau, je découvre qu'on me cherche pouille. Je ne veux pas laisser derrière moi quelque ombre que ce soit. Savez-vous ce qu'ils ont décidé de me faire? Et je reconnais que le coup est une blessure. Ils ont dit que parce que j'avais dit dans une discussion au débeauté avec des journalistes que Moscovici n'avait pas pensé en Français, mais en ami de la finance internationale.
Une appréciation qui, dans mon esprit, est totalement politique et n'a rien à voir avec la personne de Moscovici, qui est interchangeable avec bien d'autres. On l'a vu récemment, lorsque Cahuzac est parti, ils n'ont pas fallu quelques heures pour en retrouver un autre qui est exactement le même. Politiquement. Alors nous allons tous les appeler Schmoll, comme ça on ne saura pas qui c'est. Enfin, il faut bien appeler les gens par leur nom. Il y a bien un moment un principe de responsabilité personnelle. C'est vous qui vous asseyez à la table, c'est vous qui votez pour la France. Je l'ai fait, d'autres l'ont fait, d'autres le feront bientôt. Et voilà. Je persiste et signe. Cette attitude, au moment où il était question de Chypre, n'est pas l'attitude qui correspond à la tradition et aux intérêts profonds de notre pays. Cet homme est persuadé, comme le président de la République, qu'il faut câliner la finance internationale. Il ne faut pas faire de rapport de force avec elle. Et c'est ça qu'ils font depuis qu'ils sont élus. Nous les avons élus pour éliminer l'autre, mais nous les avons élus pas pour faire ça. Peut-être que nous n'avions pas d'illusions dans cette salle, mais des milliers de gens dorénavant se disent « Non, on ne l'a pas élu pour faire ça ». Et puis après, ils se disent « Ah, mais si lui aussi dit ça, c'est qu'on ne doit pas pouvoir faire autrement ». Les braves gens ont confiance, et bien c'est bien normal quand même. La politique repose aussi sur la confiance qu'on a les uns dans les autres. Voyez cette action de démoralisation qui est entreprise de cette manière plutôt que d'appeler à la résistance. J'ai dit donc, ils pensent, eux, qu'il faut cajoler la finance, qu'il ne faut pas lui faire peur et qu'alors elle ne nous agressera pas. Nous pensons le contraire. Nous pensons, contrairement à M. Cahuzac, que la lutte de classe existe. C'est pas qu'on le souhaite, c'est qu'elle existe. Mais ils ont le droit de croire que non. Ils ont le droit. Vous pouvez aussi décider que la gravitation universelle n'existe pas, c'est votre droit. Tâchez quand même de lever les pieds dans l'escalier. Parce que vous pourriez découvrir tout d'un coup la rudesse de la réalité de la loi de la gravitation. Eh bien, si le président de la République ne se réveille pas, s'il ne comprend pas qu'il n'est pas dans un congrès permanent du Parti socialiste à la tête de l'État, mais qu'il participe d'une rude empoignade mondiale dans laquelle la France doit faire jouer sa puissance, son talent, son imagination et pas seulement ses armes. S'il ne le comprend pas bientôt, il verra que les autres n'en ont rien à faire de sa gentillesse et même de ses blagues, qui sont certaines. La finance internationale frappe, frappe et frappe encore. La France est un fruit juteux, il le lui faut. La finance internationale a fait son cahier de brouillon en Grèce, elle est en train d'en faire un deuxième à Chypre. Si nous cédons à Chypre, c'est nous les suivants. C'est vous les Espagnols, c'est vous les Portugais, c'est vous les Grecs, c'est vous à qui on prendra les économies. Parce qu'ils l'ont déjà fait. Ils sont tellement stupides qu'ils ne tirent aucune leçon de leurs propres bêtises. L'écroulement de l'Argentine, ça a été la mise au point d'un système comparable à celui qui vient d'être fait à Chypre. Alors là-dessus, voilà qu'on me dit que dire cela, ce serait de l'antisémitisme. Plus aucune discussion n'est possible dans ces conditions. Mais vous savez comment c'est, le poison de la rumeur, le venin de l'offense qui se répand et de l'un à l'autre, passant par les plus lâches, amplifié par les plus faibles, magnifié par les crétins. Va et contamine chaque point, et ils sont nombreux. Il faut dire les choses drues. Voici ce que j'ai à dire à Pierre Moscovici. J'ignorais quelle était sa religion et je n'ai pas l'intention d'en tenir compte dans l'avenir, davantage que dans le passé. Je veux qu'il sache une chose. Si un jour seul dans sa vie, parce qu'il est juif, quelqu'un venait ou à l'insulter, ou à l'offenser, ou à le menacer, alors il nous trouverait tous comme un seul corps, un seul bloc à ses côtés. En un instant, nous oublierons tout. La rage de le voir avoir traité notre pays de cette manière. Nous sommes intrinsèquement antiracistes et humanistes. Je dénonce l'instrumentalisation de l'antisémitisme dans une discussion politique qui n'a rien à voir avec la question des religions.
Je dénonce ceux qui essayent d'utiliser ce moyen comme une diversion honteuse et infâme pour fuir leurs responsabilités. Vous avez trahi le peuple chypriote, vous avez trahi le peuple grec. Vous êtes du côté des puissants et non pas du côté de ceux qui se battent. Et la France, son identité républicaine, quel que soit le parti politique auquel on appartient, quand on est un Français, on défend d'abord la démocratie et d'abord les votes des parlements avant des injonctions des financiers. Ah, vraiment, il règne dans ce pays une drôle d'ambiance. Une drôle d'ambiance. Je suis étonné que ça n'inspire rien à beaucoup de ceux qui devraient avoir quelque chose à dire sur le sujet. Alors c'est reparti pour un tour, les affaires. Nous voilà sommés continuellement, matin et soir, de répondre sur ce que nous pensons de Madame Bettencourt, la pauvresse qui est si riche et qui n'a droit à rien d'humain, que tout le monde dévalise, que les loufias espionnent. Et il faut ensuite que nous ayons un avis sur ce qui s'est passé ou pas passé à des mouvements de compte en banque entre Singapour et je ne sais quoi. Nous ne comprenons même pas de quoi il est question des fois. Et ça nous saoule, on n'a pas envie de parler de ça. Mais vous l'avez mis sur la table, regardez comment toutes les autorités, l'une après l'autre, se délitent. Qu'est-ce que c'est que ce Conseil constitutionnel qui décide du niveau confiscatoire d'un impôt? Ce sont des magistrats, ils n'ont pas à s'occuper de ça. Qu'est-ce que c'est que le Conseil d'État qui s'amuse, parce que ça ne peut être qu'une plaisanterie, je ne peux pas croire autre chose. Il n'y a que les numérologues qui seront contents d'apprendre qu'à 6,66 s'achève la frontière de l'acceptable. Et au-delà, celle du démon rouge. À 66,66, c'est pas confiscatoire. À 66,67, c'est l'enfer. Mais l'enfer est commencé pour nous, figurez-vous. Et il est commencé justement parce qu'on ne vous prend pas à 66,66. Et que si c'est nous, on vous prendra tout au-delà de 300 000. Tout. Vous voilà prévenu. Mais je ne l'ai pas inventé. Ça date de 1789. La nuit de l'abolition des privilèges, on a décidé que la rente maximale qui était acceptée dans la Nouvelle République, c'était 3 000 livres. Je ne fais que le redire. Le gouvernement, paraît-il, veut maintenant limiter les salaires des dirigeants des entreprises, mais il ne faut pas s'y prendre comme ils le font, une fois de plus. Comme ils ont fait avec la taxe à 75%, dont on a découvert en cours de route que c'était une taxe, nous on croyait que c'était un seuil d'impôt. On disait, mais vous êtes fous, passer de 45 à 75, ça n'existe nulle part. Donc vous inventez une taxe. Bon, nous on voulait un barème d'impôt progressif avec 14 tranches. Et puis à la dernière, au-delà de 300 000, zou. Mais pour les salaires, c'est pareil, ils ont encore trouvé une bêtise à faire. Il ne faut pas punir, prendre l'argent, c'est pas pour punir, c'est pas pour humilier, c'est pas pour montrer du doigt, c'est pas fait pour ça, c'est pour partager. C'est pour partager. Alors, dans une entreprise, c'est facile à faire, on vous l'a expliqué pendant la campagne, mais comme ils recopient trop vite, ils copient vite et puis ça passe d'un bureau à l'autre, d'une photocopieuse à l'autre et à la fin, ça plus qu'ils lisent. Vous l'avez vu quand François Hollande a annoncé à la télévision l'impôt là, à 75% pour 1 million, je ne sais plus si c'était par jour ou par an, parce que tout ça. Hein. Quelqu'un avait dû lui dire juste avant d'aller à la télé, il buvait un coup là, et ils ont écrit le truc comme ça, il dit oui tiens c'est pas mal 1 million. Cahuzac n'était pas au courant, il a failli faire une crise cardiaque sur un autre plateau à côté. Voilà, c'est ça, c'est qu'il faut de la politique comme ça. Moi j'aime mieux vous dire qu'avant d'écrire une ligne, c'est des heures de discussion aux 9 partis que nous sommes. Hein. Alors j'aime mieux vous dire, quand je dis quelque chose, on a eu le temps de réfléchir. Hein. Puis je ne peux pas en dire plus. Je ne peux pas en dire moi non plus. Hein. Ben, c'est normal, ça s'appelle un mandat politique, c'est la vie normale. Sinon, à quoi ça sert d'avoir des porte-paroles? Bon, alors on leur a expliqué, je recommence l'explication pour ce pauvre sapin, qui a prétendu que lui, il était la gauche qui agit, tandis que nous, en Amérique latine, on est la gauche tonitruante. Je lui dis, bah dis donc, pour la gauche qui agit, si c'est plus de pauvres, la gauche tonitruante, c'est moins de pauvres. Finalement, on préfère la gauche tonitruante.